Donc voilà, on ne pouvait pas faire cette journée sans toi, en fait, Grégory. D'autant que je me souviens que tu avais participé à notre première conférence et tu nous as porté chance puisqu'on en fait d'autres et une belle aujourd'hui. Mais cela dit, là, on a donné des chiffres impressionnants. Moi, ce que j'aimerais, c'est rentrer un tout petit peu dans l'intimité de Criteo, de mettre un peu de subjectivité dans tout ce qu'on se dit aujourd'hui, et spécialement sur Criteo, et que tu nous parles, si tu viens pour commencer. Après, je te réserve des questions un peu moins sympathiques, mais néanmoins empathiques. Comment tu as vécu? Pourquoi est-ce que tu es allé d'abord? Pourquoi est-ce que tu as rejoint Criteo à une époque où peut-être c'était pas du tout la société que c'était une PME? Pourquoi tu as fait ça et comment ça s'est passé? Écoute, j'ai rejoint Criteo il y a 6 ans, quasiment, en janvier 2010, donc ça va pas tarder à être le 6e anniversaire. 50 personnes, on faisait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'aventure est assez incroyable puisque 6 ans plus tard, on est 2000 et on a fait 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. La raison pour laquelle j'ai rejoint Criteo, c'est parce que j'ai passé 6 ans chez Yahoo, qui a été une super expérience, extrêmement enrichissante. Mais tu es dans une boîte américaine, tout se décide aux États-Unis, tu es un peu dans le siège passager, quoi. Et c'est sympa de rejoindre une boîte française avec des ambitions globales, parce que je voulais garder cette dimension-là, qui du coup te donne l'opportunité d'être le conducteur, tu vois, d'influencer la stratégie de produit, d'influencer la manière dont tu vas aller vendre le produit. À l'époque, c'était quand même assez innovant, parce qu'on est en relation directe avec les annonceurs. Le business de Criteo, c'est 90% les annonceurs en direct. C'est un modèle CPC, tout est inclus, tu as toujours ce modèle-là. Puis ensuite, on a amélioré l'algorithme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est présent dans 27 pays dans le monde. On travaille avec 80 pays en général. Donc voilà, ce qui m'a intéressé au départ, c'était le projet. Et c'était la volonté de JB d'être global. Et je me rappelle l'anecdote. Jean-Baptiste Non, je l'avais vu en 2008, un an plus tôt. Mais à l'époque, évidemment. Ouais, Jean-Baptiste Trudel. À l'époque, il n'avait pas de business model. Il m'avait dit, rejoins-nous, ça va être super. Et je lui ai dit, tu fais quoi? Tu gagnes comment ta vie? Il dit, on ne sait pas encore, mais ça va être bien. Et donc, bon, c'était pas le moment pour moi en tout cas. Et un an plus tard, il m'a montré ses résultats. Et Yahoo, à l'époque, avait racheté Blue Lithium, Right Media. Et on faisait un genre de retargeting, en tout cas de targeting, retargeting. Mais on n'avait pas les résultats de Criteo. Et en voyant les résultats, je me suis dit, OK, les mecs ont un truc. La chance que j'ai eue, parce qu'il y a toujours... il y a la bonne technologie, la bonne exécution, ce qui fait Criteo est ce qu'il est aujourd'hui. Il y a plein de sociétés qui ont une bonne idée mais qui exécutent mal, ou alors qui ont la mauvaise idée et même si on a les bonnes équipes, là c'est foutu. Mais la vraie chance, c'est qu'on avait des ingénieurs de talent qui ont réussi à scaler le modèle. Et quand tu regardes finalement, des sociétés de retargeting, il y en a pas mal. Il y en a en général locales. Il y a des Allemands, il y a des Anglais, il y a des Français. Mais il n'y a aucune boîte qui a réussi à scaler au niveau mondial comme Criteo a scalé. Et ça, c'est dû à la R&D, et j'étais incapable à l'époque de pouvoir savoir s'ils arrivaient à faire ça. Donc c'était un feed, un feeling, une vision, mais aussi un pari un peu intuitif. Ouais, et puis la prise de risque. Parce que JB, c'est toujours été quelqu'un qui, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de choisir entre deux choix, il a toujours pris le plus risqué. À un moment, mon boulot chez Criteo, la première année, c'était de développer l'international. Donc on était 2, moi et quelqu'un d'autre. Et puis, on a ouvert 12 pays en 12 mois. À la fin de l'année, on était 24. Et à un moment, il a fallu ouvrir la Corée du Sud, pays exotique. Mais pour ouvrir la Corée du Sud, il fallait un data center en Corée, quoi, en Asie, pas en Corée, mais en Asie. Et j'ai dit à JB, c'est 1 million d'euros. Il faut qu'on mette 1 million. À l'époque, c'était une fortune pour vous. À l'époque, c'était énorme. Et JB me dit, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? J'ai dit non. Aucune idée, quoi. Je pense que oui, mais j'en sais rien. Et il a pris le risque en disant, de toute façon, si on veut être une boîte globale, fidèle à la promesse entre guillemets qu'il avait fait dès le départ, il faut qu'on aille en Asie. Donc on va commencer par la Corée du Sud. On a ouvert le Japon et maintenant en fait on fait 25% de notre business en Asie. On en fait 30 à peu près aux États-Unis et la région que je gère fait 45 aujourd'hui. Est-ce que les équipes de Criteo, JB avaient quand même une vision que ça pourrait aller si loin? Et toi, comment tu te positionnes? Moi, tu pensais? Moi non, clairement. Je pensais que ça pourrait devenir gros, mais après, tu as l'héritage un peu à l'époque français de se dire... moi, j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit, mais ça va s'arrêter. Et puis, avant Criteo, tu avais quand même très peu de boîtes qui pensent global. C'est-à-dire que les gens pensaient être des champions français, voire des champions européens, mais jamais des champions Amérique, pour prendre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et Asie. Et JB, il a toujours eu ça en tête. C'est-à-dire que c'était un truc dont lui, il n'a pas douté. Et c'était, si jamais on ne le fait pas, de toute façon,
ça sert à rien qu'on crée une boîte. Et c'est ça qui était super intéressant, c'est que justement, il était tellement porté par je veux être un leader mondial. Voilà. Après, moi au départ, je me suis dit bon, c'est sympa, il y a de l'ambiance, il y a des promesses, il y a de la volonté, il y a des talents. On va y aller. Et puis au final, on a réussi à faire ce qu'on avait dit. Et puis on a d'autres projets encore. C'était quoi ton principal challenge? C'était quoi ce qui était plus difficile? Et, ou alors ton plus beau souvenir Au début, c'était quand même de structurer un petit peu. Tu arrives d'un Yahoo, boîte américaine, super structurée, avec des services support de partout, en HR, en marketing, en finance, etc. Et puis tu es livré à toi-même. Tu fais tes prêts, tu demandes un budget, on te dit il n'y a pas de budget, tu dis ouais mais comment je sais, dis fais comme tu veux, si tu sais pas tu dépenses ce que tu veux, et c'est comme ça c'est juste tu t'apprends en marchant finalement Belle aventure. Aujourd'hui je crois que tu gères la moitié de l'activité. Enfin, c'est quoi tes responsabilités en quelques mots? Je gère la zone Europe, Middle East, Afrique et qui fait j'ai toujours géré en gros un peu plus 50% de business de Criteo et aujourd'hui ça baisse un petit peu parce que l'IMIA grossit que de 35% year on year, quand Criteo fait 54% de croissance au dernier trimestre. Donc tu es sur un chiffre d'affaires d'1,1 milliard qui grossit de 54% en ce moment. Et donc la vocation de l'IMIA, c'est de perdre un petit peu de poids au profit de l'Asie et des États-Unis. C'est dur. Écoute, on bosse dur, on embauche beaucoup et on a encore pas mal de projets. Merci un peu pour cette histoire que tu nous as racontée. Maintenant, je vais commencer à devenir méchant. J'ai dit que je serais très gentil et très méchant. Comme ça, en moyenne, je suis bienveillant, on va dire. Il y a une critique qu'on adresse à Criteo, moi, à chaque fois que j'en parle. Moi, je dois dire, je n'ai pas travaillé avec Criteo, je suis fier, moi, en tant que Français, en tant que je te connais, je connais des gens qui travaillent, je suis très fier moi, des réussites. Mais néanmoins, quand j'en parle, et j'avoue que c'est aussi un peu parfois ma perception, il y a le problème du reciblage répétitif. Allez, je vais envoyer le mot intempestif. J'ai acheté un placard, pas de chance, ce placard va me poursuivre, ce même placard, très longtemps. Alors comment je fais? Est-ce qu'un jour je réussirai à m'en débarrasser? Alors, la réponse est oui, mais de par le modèle, si tu veux, de Criteo, c'est que le modèle à la base, on achète du CPM, on vend du CPC. Donc si je continue à te montrer des pubs sur lesquelles tu ne cliques pas, je perds de l'argent, parce que je continue à payer ces impressions-là. Donc à la base, tu dois avoir rapidement en fait, un volume d'impression qui baisse. La deuxième chose, c'est qu'on a amélioré le moteur au fur et à mesure des années. Donc Criteo, c'est une solution qui travaille utilisateur par utilisateur, où on arrive à prédire le taux de clic, le taux de transformation et le panier moyen. Et à un moment donné, quand on va, même si tu cliques pour aller voir d'autres produits complémentaires à ton placard, la table de nuit, est-ce que tu veux, on va rapidement comprendre en détectant des signaux faibles que tu n'as pas l'intention de l'acheter. Et donc normalement, on doit arrêter de te cibler assez rapidement. Moi, je pense à un site de réservation hôtelière. J'ai acheté, j'adore ce site, peut-être grâce à vous d'ailleurs. Booking, je le nomme. Je le vois souvent quand même. Mais c'est peut-être que je suis client par ailleurs parce que je le vois souvent grâce à vous. En fait, ce qui est intéressant de voir, si tu veux, c'est tu as la perception et tu as le machine learning. Et les machines savent mieux que nous en fait, ce qui fonctionne. Et il faut modérer le propos, mais quand Booking, c'est une société de technologie. C'est pas une société d'hôtel à la base, c'est vraiment une société de techno. Ils testent tout. Et quand on travaille avec Booking, qui est notre plus gros client au niveau monde, qui est le plus gros client aussi de nos amis de Google, ils font des A/B tests, ils testent tout. Et en fait, ils ont décidé un jour de faire une chose, c'est de dire vous arrêtez de recibler les gens à partir du moment où ils ont acheté. Parce que à la base, c'était notre système en se disant ils ont acheté sur Booking, donc on va arrêter de les recibler avec des hôtels. Et en fait, tu te rends compte qu'en reciblant les gens après un achat, chez Booking, en l'occurrence, tu avais 20% d'augmentation des ventes. Donc, vente incrémentale en te reciblant alors que tu as déjà acheté ta nuit d'hôtel. Et en fait, ce que tu vois chez nous en moyenne, c'est que les taux de conversion des gens qui ont déjà acheté dans les 30 derniers jours sont 5 fois supérieurs au taux de conversion du site. Donc, tu as un effet de complémentarité, de réachat qui est extrêmement important. Et ça, la machine va le comprendre, alors que toi, moi, n'importe qui, on aurait tendance à se dire une fois que je l'ai acheté, c'est fini, je passe à autre chose. Ok, non, je pense qu'en fait, c'est un vrai sujet sur des effets négatifs ou positifs aussi en termes de branding. Bon, on n'a pas le temps d'en discuter. Je voudrais te parler des adblocks. Est-ce que tu ne penses pas que les adblocks vont finir par vous tuer? C'est un peu direct comme question. C'est un peu direct. Mais on s'est dit, pose-moi toutes les questions que tu veux. Comme tu veux. Donc, est-ce que vous allez survivre aux adblocks? Écoute, je pense que les adblocks, c'est le problème de Criteo, mais c'est un problème d'industrie.
Au-delà de nous, on fait partie de cette industrie et je pense que beaucoup de gens dans cette salle en fait, sont concernés. L'adblock, c'est quand même un truc qui existe depuis des années. D'accord ? Ce n'est pas un truc qui s'est créé récemment. La vraie différence, c'est que ça grossit de manière extrêmement rapide récemment. Et la raison pour laquelle ça grossit, et ça vient d'Adblock Plus et d'Adblock, qui sont les deux principaux adblockers qui font 90% en fait, de l'adblocking, t'explique que ça vient, d'après leurs internautes, les études qu'ils ont pu faire, des pop-up, des pop-under, des interstitiels, des pré-rolls vidéo, potentiellement tout ce qui est in-stream, etc., le contenu qui s'écarte à ta vidéo au milieu. Et à un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités, nous, mais notamment les éditeurs, pour se dire, c'est peut-être des pratiques aujourd'hui qui ne sont pas adaptées en fait, à ce que veulent les internautes. Donc pour moi, il y a ça déjà, il faut arrêter ces pratiques-là, parce que les internautes signifient que, voilà, maintenant c'est se couper la main avant de se couper le bras ou voire de mourir, donc, mais il faut le faire, parce que c'est beaucoup de revenus, mais il va falloir accepter de perdre ce revenu pour pouvoir le faire. Deuxièmement, il faut quand même expliquer avec nous, on est prêt à mettre de la pub gratuite avec les autres, pour expliquer qu'Internet, c'est pas gratuit, c'est payé par la pub, et que si tu veux avoir du contenu de qualité, il faut le financer, et que jusqu'à aujourd'hui, les modèles premium, ils n'ont quand même pas fait leurs preuves. Donc, à un moment donné, il faut que l'internaute comprenne quand plus ils utilisent des adblocks, moins ils auront accès à du contenu de qualité, et au final, ça va enlever un peu la substantifique moelle de l'Internet. Troisièmement, je pense qu'il y a pas mal de sites qui commencent à le faire. Aux États-Unis, il y a Hulu, en France, il y a Canal+, il y a Bild en Allemagne. Ils bloquent le contenu. Quand j'arrive sur un site avec un adblocker, mon contenu est bloqué, je n'ai pas accès au contenu. Ils expliquent, vous naviguez avec un adblocker, sachez que ce contenu est financé par la publicité. Si vous venez sur notre site et que vous appréciez le contenu, donc on vous invite à whitelister notre site par rapport au contenu. Ça n'existera que si les éditeurs se mettre d'accord tous ensemble. Parce que ce qui va se passer quand je vais aller sur Build, que le contenu est bloqué, je vais aller sur Gronagnard ou sur d'autres pour aller voir le même contenu finalement fait par un autre. Si jamais ils arrivent à s'accorder sur une pratique marché, là, on évite les problèmes d'audience. Voilà. Et nous, notre rôle Criteo là-dedans, c'est on fournit des technologies aussi pour les aider dans cette approche-là. Et ensuite, on essaie de mettre tout le monde autour de la table. La semaine prochaine, je suis en Allemagne avec tous les plus gros éditeurs allemands, pour essayer de faire en sorte qu'on travaille ensemble, parce que l'Allemagne est le pays qui est quand même le plus concerné, la France est le deuxième au monde. C'est les deux. Est-ce que tu as moyen de les contraindre ou pas ? Nous, les éditeurs, c'est des partenaires, on ne peut pas les contraindre. On travaille ensemble. La seule chose qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, et qu'on commence à faire avec l'accord des éditeurs, c'est de travailler avec les adblockers. Parce que ce que disent les adblockers, c'est qu'ils ne sont pas contre la pub. Ils sont contre la pub intrusive. Et si tu veux, quand tu fais du retargeting, t'es pas... Enfin, c'est pas de l'intrusion au titre d'un format en fait, qui t'empêche d'accéder à ton contenu. Donc ils autorisent, là, et c'est un peu côté schizophrène, hein, c'est qu'ils t'autorisent à diffuser de la pub sur des éditeurs qu'eux-mêmes bloquent, en prenant un pourcentage substantiel de ce que tu investis. Et je pense que c'est un moindre mal en attendant de pouvoir trouver une solution plus long terme pour se passer des adblockers et faire comprendre aux internautes qu'il y a un écosystème qui vit derrière. D'accord, donc toi, tu n'es pas dans une approche guerrière, judiciaire, que je salue. Moi, personnellement, j'ai mon avis aussi, je pense que ça ne sert à rien, c'est un mauvais combat. Et je suis assez content. Et ça répond à un besoin. L'adblocker, il est là depuis des années. Si jamais aujourd'hui il explose, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que ça répond à un besoin. Ils viennent avec une solution qui répond à un besoin. Si jamais on se responsabilise, le marketing direct aux États-Unis, à un moment donné, il a été interdit légalement. Parce que les gars, ils devenaient insupportables, ils bombardaient d'appels téléphoniques les gens, etc. Si jamais on continue dans ce système-là, et c'est ce que je dis, il faut accepter de se couper la main. Aujourd'hui, c'est beaucoup de revenus sur ces formats-là, avant de juste en mourir, quoi. D'accord. Moi, j'ai encore au moins 15 questions. Je vais essayer d'en poser 2-3 seulement. Ça va être dur, très très dur. Justement, Adblock ou pas, le mobile, en 2 mots, quel format? Comment vous voyez ça, très rapidement? Écoute, le mobile, c'est une grosse part de nos revenus. Donc on a développé des solutions mobiles il y a 2 ans et demi. On a racheté une boîte dans l'application. Donc aujourd'hui, on a un produit qui fait display, mobile, in-app. On le voit énormément grossir. On voit que la taille des écrans a changé les taux de conversion. Ça reste encore très faible. C'est-à-dire quand tu prends un taux de conversion à 100 sur le desktop, tu as un taux de conversion mobile qui est moitié moins, mais tu as un taux de conversion in-app qui est 2 fois supérieur. Mais là, vous avez fait le ménage aussi dans les formats. On utilise juste les formats tradis mobiles, heureusement ou malheureusement. Ce qu'on a réussi à développer de plus en plus, c'est des formats natifs. Donc, alors justement, parlons-en. Nativa, est-ce que vous avez commencé? Où est-ce que vous en êtes? C'est quoi vos insights et le futur? Il y a trois approches sur le natif. Il y a les éditeurs ont leur propre solution et on interagit avec leur solution. Donc on leur donne tous les éléments pour qu'eux diffusent au travers de leur solution nos publicités.
La deuxième, c'est qu'on a développé notre propre solution qu'on fournit aux éditeurs, si jamais ils ont besoin d'avoir une solution. La troisième, on est en partenariat avec des acteurs clés en fait, du natif, comme Taboola, d'autres plateformes en discussion, pour pouvoir intégrer en fait, des contenus Criteo aux recommandations natifs. Donc on est dans cet univers-là. Après, on a développé un truc en créa. En Chine, c'est un pays qui croît assez vite pour nous, et tu as 170 000 formats différents en Chine. Tu n'as pas de format IAB classique. Donc il a fallu développer en fait une solution, parce que dans la perf, il faut que tu retrouves l'internaute le plus rapidement possible où qu'il soit. Et donc on a développé une solution aussi qui adapte le format, le contenu à n'importe quel spec qui t'est envoyé en temps réel. Et ça, c'est assez clé aussi dans la manière dont tu veux interagir dans le futur avec tes internautes. Tu pourras t'adapter à n'importe quel format, n'importe quelle position, etc. Deux questions très rapides. Vraiment, j'abuse, je le sais, mais c'est très frustrant pour moi parce que j'en ai une troisième très importante aussi. La vidéo, vous y croyez pas? Pour vous, hein, j'entends. La vidéo, aujourd'hui, et s'il y a quelqu'un dans la salle qui a trouvé une solution pour faire de la vidéo personnalisée par utilisateur, donc avoir un contenu créa personnalisé par utilisateur, je suis super heureux de pouvoir en discuter. Il y a quelqu'un parce que là, il y a une partie de mon boulot, c'est M&A aussi. Hein, donc on sera content de discuter pour voir un peu si ça fonctionne. Mais non, la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un format pour nous qui s'adapte à la personnalisation utilisateur par utilisateur. Dernière question qui me brûle. C'est quoi le next big thing? C'est quoi le grand projet? Et petite question dans la question, Criteo, jusqu'où? Est-ce qu'on parlera un jour des GAFAC? Donc j'ai 3 questions, il me faut une réponse. Des GAFAC. Écoute, le next big thing pour nous, c'est de continuer à développer, en fait, à accompagner dans l'univers de la performance en fait, nos clients. Donc on a le display, on a le mobile, on a l'in-app, on a développé de l'email qu'on a déployé en Europe, aux États-Unis. On travaille dans le search, on a racheté 2 sociétés, une française, une américaine, sur l'univers du search pour faire de la recommandation personnalisée dans Google Shopping. On travaille sur le offline pour pouvoir lier en fait l'indata online offline. Et l'idée, si tu veux, c'est à un moment donné, la vision, d'arriver à avoir une solution de performance qui soit multicanal et cross-device. Donc le cross-device est fait, on a notre solution. En France, on doit avoir plus de 60% des internautes qui sont déjà identifiés cross-device. Maintenant, le multicanal, ça demande d'avoir un outil de bidding multicanal, ça demande d'avoir un outil d'attribution multicanal. D'où aussi les modèles Lastly qui ne sont pas non plus des modèles qui sont faits à mon avis pour durer et c'est des choses sur lesquelles on travaille et c'est de proposer une solution finalement qui va te prendre en compte l'intégralité du parcours utilisateur sur l'intégralité des canaux et des devices et c'est quelque chose qu'on pense avoir de bonnes possibilités de mettre en place d'ici 1 an et demi. Ok, dont acte, je suis sûr que ça arrivera. Merci beaucoup Grégory. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions.